Salut les gens normaux et bienvenue dans mon canal. Aujourd'hui, on va parler de notre histoire à Mané et à moi, de ce qui s'est passé durant ces 2 ans de tentative jusqu'à cette annonce de stérilité. Alors avant de commencer, je vais vous dire un peu ce que c'est la stérilité puisque j'ai eu de nombreux commentaires. Non, ça c'est dans mes rêves, en vrai j'en ai eu 3, dont ma mère. Donc on m'a dit, mais s'il est stérile, comment t'as pu faire des fausses couches? Est-ce que c'est un état qui n'est pas permanent ou est-ce que c'est réversible? Alors non, la stérilité ne signifie pas toujours qu'il y a 0 chance de concevoir. Je ferai une vidéo spécifique sur le sujet pour aborder les différents types de stérilité et on fera la différence aussi entre les termes stérilité et infertilité, puisque c'est le terme infertilité qui est privilégié de nos jours parce qu'avec les avancées de la médecine, ce qui était considéré avant comme un état stérile est maintenant infertile puisqu'on peut sélectionner un spermatozoïde sur 1 million pour féconder un ovule. On va aborder notre histoire. J'ai fait péter le super t-shirt Émilie Mané, c'est très niais et de toute façon quand il s'agit de notre histoire, je suis très niaise, vous le verrez. Donc Mané et moi, on s'est rencontrés tout à fait par hasard en vacances au Portugal. Et je sais pas en quoi je crois dans la vie, mais une chose est sûre, c'est que dans ce cas-là, je crois au destin, parce que c'était écrit, ça pouvait pas se passer autrement. Ça a été un vrai coup de foudre, vraiment le genre de choses qui sonne comme une évidence. Tout a été relativement rapide pour nous dès le départ, parce que c'était très fort, très intense, et qu'on n'avait aucun doute, ni l'un ni l'autre, sur le fait qu'on voulait passer notre vie ensemble et tout traverser ensemble. Pour vous donner une ordre d'idée, on a commencé à habiter ensemble officiellement, vraiment dans un seul et même endroit et pas chez l'un et chez l'autre, au bout de 2 semaines. Et la discussion de se marier et d'avoir des enfants est arrivée très rapidement. Il faut savoir qu'on a vécu tous les deux des précédentes relations très longues, 15 ans pour moi et 10 ans pour lui, qu'on a déjà été mariés et divorcés, et que du coup, on savait peut-être pas ce qu'on voulait, mais en tout cas, on savait ce qu'on voulait plus. Et maintenant, on est extrêmement heureux tous les deux. Alors, on m'a déjà dit plus d'une fois, tu vois, je t'avais dit que t'allais changer d'avis, quand on te demandait si tu voulais un enfant et que tu disais non, tout le monde change d'avis. Alors j'aimerais répondre juste une chose à ça, c'est que non, j'ai pas changé d'avis, c'est juste que j'ai changé de vie. Je ne voulais pas d'enfant avec mon ex, et vous savez quoi, j'en veux toujours pas. Non, ce qui a changé c'est Mané, et c'est avec lui que je veux faire un enfant. C'est tout. Donc revenons-en à nos moutons. Cette discussion d'avoir des enfants est arrivée très tôt et il faut savoir que je suis atteinte d'endométriose. Je ferai une vidéo spécifique sur le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire. Toujours est-il que je savais que pour moi faire un enfant ce serait peut-être long et compliqué, du coup qu'il fallait s'y prendre bien en amont pour espérer que ça aille le plus vite possible. Donc on a décidé d'arrêter tout moyen de contraception très rapidement. Et me voilà au mois d'août chez le... Je vais trouver le mot, hein, ça va venir. Chez le gynécologue. On va y arriver. Donc me voilà chez le gynécologue au mois d'août, pleine de rêves, pleine d'espoir, en lui disant voilà, j'ai trouvé le bon, il est extraordinaire, on veut faire un enfant, on fait péter le stérile. Et là j'aurais aimé que mon gynécologue me ramène un peu sur terre et me fasse comprendre que ça n'allait pas être aussi simple que ce que je croyais ou que ce qu'on peut voir dans les films. Là où tout le monde fait un enfant comme ça en claquant des doigts ou alors par surprise sans avoir rien prévu, et que ça pourrait mettre très longtemps et que peut-être je serais confrontée à des fausses couches. Il m'a rien dit de tout ça, il m'a juste dit très gentiment c'est super, on enlève le stérilet, soyez prête parce que si ça se trouve demain vous serez enceinte. Non. J'ai su plus tard, en me documentant, que la moyenne des couples mettait 1 an avant d'arriver à tomber enceinte et de faire leur premier enfant.
et surtout qu'une grossesse sur 2 se termine en moyenne en fausse couche. Alors la plupart du temps, on s'en aperçoit pas, parce que les règles arrivent quasiment au moment où elles doivent tomber, c'est le tout début du cycle, on n'a encore aucun symptôme, on ne se rend compte de rien. Mais les faits sont là, les fausses couches sont beaucoup plus courantes qu'on ne le croit. Donc bref, je rentre chez moi, toute contente, et les premiers mois se passent, on se renseigne beaucoup, toujours à deux, on fait tout à deux. Il est très investi et impliqué dans le projet, et ça c'est cool parce que on fait quand même pas un enfant tout seul. Donc on lisait beaucoup, on se documentait beaucoup, on était à fond et on n'en avait pas parlé à tout le monde, mais à nos proches. Vraiment les gens qui étaient les plus proches de nous, donc que ça soit dans la famille et dans ce qu'on pensait être nos amis. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pseudo-amis qu'on avait qui nous ont tourné le dos. Et alors ça, j'ai pas compris. Est-ce que vous pensez, les gars, que c'est quelque chose de transmissible ? Vous pensez que c'est contagieux ? Que si je vous éternue dessus, vous allez tomber enceinte ? Ou... Enfin, non, ça se passe pas comme ça, hein, ça change pas qui on est. Alors certes, j'avais pas forcément envie de boire trop d'alcool, mais en fait, j'ai jamais trop aimé ça, donc ça ne changeait pas qui j'étais. Et on parlait pas que de ça non plus à longueur de temps, juste on annonçait que voilà, ouais, on voulait faire un enfant et que c'était notre projet en ce moment, quoi. Bref, donc ça a permis de faire le vide autour de nous, hein. On a fait du tri dans nos contacts et les mois ont passé. Donc petit à petit, c'est vrai que le moral commence à chuter, surtout que la plupart du temps, on se prend dans la tête, alors justement ou non, et je sais que c'est toujours fait avec bienveillance et que c'est gentil et que c'est pour nous rassurer, mais entendre à longueur de temps, ça va se faire, vous êtes trop pressé, tu es trop focalisé dessus, sous-entendu, c'est ta faute, lâche prise, tant que tu vas y penser, tu vas jamais tomber enceinte. Donc c'est quand même un sentiment très culpabilisant, en fait, de se dire, putain, c'est ma faute, c'est parce que j'y pense, mais en même temps, comment ne pas y penser quand c'est votre projet et que vous voulez très fort. Enfin bref, c'est un serpent qui se mord la queue. Donc on a décidé d'aller consulter, voir un autre gynéco, puisqu'entre-temps on avait déménagé. On va l'appeler le docteur Georges, parce que c'est toujours notre gynéco. Donc un mois avant d'aller le voir, j'ai fait une fausse couche, en tout début de cycle, vraiment. J'ai eu quelques jours de retard, j'ai fait un test, il était positif, et je crois le lendemain ou le surlendemain, j'ai eu mes règles, donc j'ai bien compris que c'était une fausse couche, mais entre guillemets, celle-là était pas grave parce que j'ai pas eu le temps de me rendre compte en fait. Enfin voilà, c'est parti. On a notre fameux rendez-vous avec le docteur Georges, à qui on dit que voilà, ça fait quelques mois maintenant qu'on essaye, on est impatient, on est très motivé, on veut vraiment cet enfant, tout ça. Et le docteur Georges, lui, a le discours qu'il fallait, il nous fait un peu redescendre en nous disant vous êtes vraiment impatient, ça met du temps, détendez-vous, on va faire des examens, madame est atteinte d'endométriose, donc il faut peut-être creuser un peu là-dessus. Donc il nous a prescrit une batterie d'examens, dont un spermocytogramme et une hystérosalpingographie pour moi, avec des prises de sang, des machins. Et il nous a dit, voilà, faites les examens tranquilles et revenez me voir. Sauf que, et là c'est important pour moi de communiquer là-dessus pour que d'autres que nous ne fassent pas la même erreur et n'écoutent pas non plus l'entourage, même si, je le sais, tous les conseils qu'on a reçus de la part de nos proches étaient bienveillants, on n'en veut à personne, loin de là. Mais si on peut éviter à d'autres de faire ces erreurs, c'est encore mieux. Donc je suis tombée enceinte juste après ce rendez-vous. Et cette fois, ça a duré un peu plus longtemps. J'ai fait plusieurs tests pour être bien sûre, parce que je sais pas, peut-être je croyais pas le premier, donc j'ai fait plein de tests urinaires. À chaque fois positif. On a décidé de garder cette nouvelle pour nous, vraiment dans notre bulle, d'en parler à personne, même pas au médecin, pendant une dizaine de jours, voire 2 semaines je crois,
où voilà, on était seuls au monde à savoir que j'étais enceinte. On était hyper heureux, hyper contents. Et quand on se dit, quand on entend oui, mais alors au début il faut pas s'accrocher, il faut pas se projeter, il y a des risques, on le sait, on le garde dans un coin de la tête, mais en même temps, comment vous voulez pas être heureux? Enfin, je sais pas, on est des êtres humains, on a des sentiments, et c'est impossible en fait de pas se projeter et de pas être trop content. Donc bref, on était là dans notre bulle de bonheur, c'est génial, c'est génial. Et puis au bout d'un moment, je me décide à appeler le docteur Georges et à lui dire vous nous avez porté super chance parce que en fait ça y est, je suis enceinte quoi, les tests sont positifs, j'en ai fait 4, ils le sont tous. Donc ça l'a fait marrer et il m'a dit on va faire un test sanguin, vous allez les faire à 48 heures d'intervalle, vous allez en faire 2 pour qu'on voit les taux hormonaux et pour pouvoir un peu dater tout ça et savoir où on en est. Donc je vais le matin au labo, toute contente et tout, et le soir, le labo m'appelle, il y a un gros souci, les résultats sont pas normaux, il y a quelque chose qui cloche, mais je peux pas vous dire exactement quoi, c'est pas à moi d'interpréter, donc j'envoie vos résultats au gynéco, appelez-le. Donc là, on se dit, merde, qu'est-ce qui se passe quoi, enfin... Donc j'appelle le gynéco, et là, la sentence tombe, vous êtes en train de le perdre, vous allez faire une fausse couche, préparez-vous, je sais pas dans combien de temps, mais en tout cas dans les jours à venir, vous allez faire une fausse couche et vous allez le perdre naturellement. Vous êtes encore au début, du coup il n'y aura pas besoin de curetage ou quoi, rappelez-moi si vous avez de la fièvre ou des machins, mais il n'y a rien à faire, vous allez le sentir et vous allez aller aux toilettes et voilà. Donc ok. Évidemment, la nouvelle, ça tombe comme un coup de massue, et puis je savais pas ce qui m'attendrait, enfin, je me sentais mal, enfin, je savais pas, et j'étais effondrée, donc bref, je rentre chez moi complètement en panique, effondrée avec mon chéri, et puis la nuit passe, et le lendemain matin, ça se déclenche, donc fausse couche. Je vais pas le raconter en détail aujourd'hui, je ferai une vidéo spécifique sur les fausses couches parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et je détaillerai les différentes formes que ça peut prendre. Bref, pour moi ça a été simple, très douloureux mais simple. Et donc à l'issue de ça, j'étais vraiment pas bien, psychologiquement surtout, puisque la douleur physique n'a duré que 24 heures chez moi. Et puis après plus rien, mais la douleur psychologique, elle était encore là. Donc bref, pendant 2 mois, je me suis dit, c'est bon, on ne parle plus d'enfants, on ne parle plus de rien, là, je suis au repos et laissez-moi tranquille, quoi. Et j'ai beaucoup pleuré au début, mais après j'ai un peu refoulé le truc en mode allez, c'est bon, ça va revenir, on va y arriver, il n'y a pas de raison et tout. Le docteur Georges nous avait donné des examens à faire. Sauf qu'étant donné que je suis tombée enceinte et que j'ai fait une fausse couche, en fait, dans la tête de tout le monde, il y a eu un truc, ça a résonné comme, en fait, Mané, il n'y a pas besoin de faire un spermocytogramme puisque il a des spermatozoïdes puisque t'es tombée enceinte. Et toi, il n'y a pas besoin de faire l'hystérosalpingographie, qui est en fait une radiographie du système reproducteur, puisque apparemment, il n'y a rien qui bloque, puisque t'es tombée enceinte. Donc ça sert à rien de faire des examens invasifs et chiants. Laissez faire la nature, laissez faire la nature, laissez faire la nature. Toujours cette phrase, laissez faire la nature. Donc on a écouté toutes ces voix autour de nous et on a décidé de laisser faire la nature et donc de ne pas faire ces examens. Ça c'est l'erreur à éviter, si on vous donne des examens à faire, faites-le. Donc bref, on a laissé tomber tout ça, on s'est dit on va pas chez le gynéco une 2e fois, j'ai pas mal, tout va bien, c'est bon. Entre temps, j'ai fait une très très grosse déprime. 2 mois plus tard, donc, là je suis allée voir mon généraliste, qui est une femme géniale, donc merci à elle, et qui m'a dit, en fait, vous êtes en train de faire un baby blues. Je lui ai dit, un baby blues, mais en fait, meuf, j'ai pas de bébé. Elle m'a dit, ouais, mais ça arrive, un baby blues sans bébé, qui est dû à la chute hormonale, soit quand on a un enfant et qu'on n'est plus enceinte, soit quand on fait une fausse couche. La chute hormonale est telle que le cerveau il est perdu
Et il sait pas où il est, et puis le choc émotionnel, tout ça, donc j'ai fait un baby blues, sans bébé. Et j'étais vraiment au fond du trou, mais comme jamais quoi, vraiment une dépression de ouf, plus envie de rien, envie de dormir tout le temps, tout était négatif, j'étais à fleur de peau, enfin bref, je pouvais même plus travailler, enfin c'était les relations sociales avec les gens, la moindre chose, la moindre réflexion, la moindre phrase, c'était fini, je me mettais à pleurer, enfin bref, un truc horrible. Donc elle m'a arrêtée, en tout j'ai été arrêtée 3 semaines. Et on est parti. Elle nous a dit, il faut pas rester chez vous à vous lamenter, il faut que vous partiez. Prenez des vacances, partez, n'importe où, mais changez de cadre. Donc merci à elle pour ce conseil, parce que vraiment c'est ce qui m'a fait du bien. Durant ces 3 semaines, je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé la première semaine. Je sais pas. Pour moi c'est un trou noir. J'ai dormi et je ne sais pas ce que j'ai fait. Bref. La deuxième semaine, on est parti au Portugal et là, ça a commencé à aller un peu mieux dans le sens où j'ai des souvenirs de cette semaine et où j'étais là sans être là, mais bon, j'étais dans un autre cadre et effectivement ça aide. Et la troisième semaine, j'ai demandé à mes parents de nous rejoindre au Portugal et le fait de partager avec eux, parce qu'ils n'y étaient jamais allés, de leur montrer ce que j'aimais de ce pays, de ce que j'avais découvert, de ces gens, de cette culture, de cette langue, de ce nouveau pays en fait qui était le mien à travers ma nez. Ça m'a permis de reprendre le dessus, d'être entourée, voilà, ça allait mieux. Donc bref, je reviens. Là encore, hein, les proches c'est très très important et ça vous permet aussi de ce genre de moment de faire le tri autour de vous parce que les gens que je pensais qui étaient mes amis, en fait, n'en étaient pas et n'avaient pas du tout envie de se prendre la tête avec une fille en dépression. Donc, next, encore une partie de l'entourage. J'ai recommencé donc à travailler, tout ça, et je me suis rendu compte que j'avais besoin de changement dans ma vie, besoin de changement d'air, de cadre. Donc j'ai décidé de changer de boulot et de vie. Chose que je remettais à plus tard avec ce fameux projet bébé. Alors ça c'est le deuxième conseil que je pourrais donner à tous ceux qui veulent faire un enfant. Ne remettez pas vos projets à plus tard à cause de ça. Déjà parce que vous savez pas combien de temps ça va vous prendre et que remettre à plus tard sans cesse votre vie, bah en fait c'est pas bon pour vous, vous n'arrivez pas à avancer et vous vous focalisez trop sur vous et sur ce désir d'enfant et c'est pas bon. Donc bref, j'ai décidé de changer de boulot et de reprendre ma vie en main, donc on a redéménagé, j'ai rechangé de travail, enfin bref, tout un truc. Et du coup, tout ça nous amène quasiment 1 an après le premier rendez-vous chez le gynéco, où il nous avait donné des examens à faire et où on les avait jamais faits. Donc, déjà, on le rappelle, c'était en visio, puisqu'avec le confinement, il n'y avait pas forcément besoin d'aller le voir, surtout que là, il n'y avait aucun examen physique à faire. Donc en visio, on se fait engueuler, de ouf. Il avait raison, hein. On se fait engueuler, et vous avez fait quoi pendant 1 an, et les examens que je vous avais donnés à faire, est-ce que vous les avez faits, tout ça, donc non. Donc on lui explique ce qu'on a traversé, ce qui s'est passé, tout ça. Il nous dit ok, si là vous me dites que c'est le moment pour vous, que vous avez remonté la pente, que vous êtes motivé, cette fois on fait plus les mêmes erreurs et on réattaque. Donc Mané fait son examen, et là on se rend compte que finalement on va pas y arriver de façon naturelle. Donc le verdict tombe, Mané est atteinte d'une forme de stérilité. Il y en a un grand nombre qui sont soit mal formés, soit ils sont là mais ils se déplacent pas, enfin ils sont feignants on va dire. Pourquoi j'ai fait des fausses couches? Et bien parce que je suis tombée enceinte, mais grâce à des spermatozoïdes mal formés. Et comme le corps est une machine très bien faite, eh bien il y a eu expulsion parce que c'était pas quelque chose de viable. Donc on retourne voir le docteur Georges qui nous dit bon, les résultats sont mauvais, hein, on va pas se mentir, on va pas employer d'autres termes, les résultats sont pas bons du tout, mais c'est pas désespéré, c'est-à-dire qu'avec les techniques et la science actuelle, on pourra faire quelque chose.
Donc dans 3 mois, on refait le même examen pour voir si les résultats sont les mêmes ou si en changeant quelques trucs dans l'hygiène de vie, dans l'alimentation, avec des compléments alimentaires, on peut passer de 4 à 6 ou de 4 à 8, ça sera toujours ça de prix. Et pour madame, on va faire cette fameuse hystérosalpingographie parce que il faut voir si vraiment tout va bien ou si j'ai pas un côté qui va bien et pas l'autre ou ce genre de choses, puisque 1 mois sur 2, on ovule du côté droit ou du côté gauche. Donc voilà, on en est là, on doit faire plein d'examens, on ne sait pas encore quelle technique on va devoir employer pour réussir à faire cet enfant. Dans tous les cas, je vous ferai partager tout ça. Je vous dirai tout ce qu'on doit faire, tous les résultats qu'on obtient et tous les tests qu'on doit passer. Je vous raconterai toute notre expérience et si ça peut aider des gens à ne pas commettre les mêmes erreurs que nous ou peut-être à vous rassurer sur certaines choses ou même juste vous faire prendre connaissance de ce qu'est la PMA, et ce sera super. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les gens normaux. Salut, salut!